Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Casadoc. Très beau film entre mémoire et fiction qui nous rappelle que la résistance à l'esclavage a aussi été portée par des femmes, souvent au prix de leur vie, et longtemps effacée des récits officiels. Alors ce soir, nous allons remédier à cela avec notre invitée, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, Evelyne Sagne, la présidente de l'association COPENA. Alors Evelyne, on va revenir évidemment sur ce film, Solitude, une figure de la liberté. D'abord, première réaction face à ce documentaire. Eh bien, on se rend compte que c'est quand même important que ce genre de figure soit mise en lumière parce qu'on a besoin de repères. On a besoin de faire sortir de l'ombre, justement, ces figures remarquables, et particulièrement ces femmes qui ont joué quand même un rôle très important aux côtés de leurs compagnons. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a eu des initiatives qui ont pu trouver des financements, parce que j'imagine qu'il a fallu des financements. Il en faut toujours, oui, bien sûr. Le documentaire est très, très bien réalisé et vraiment à mixer un peu les genres avec des interviews, un peu de BD. Enfin, c'est bien fait, quoi. C'est original. Et donc, c'est important que ce travail soit fait pour mettre en lumière ces personnages. Alors, mythe ou réalité, que représente Solitude dans l'histoire de la résistance à l'esclavage, on peut dire au-delà de la Guadeloupe? Oui, en fait, l'histoire a été... ce qui est particulier quand on fait ces recherches, c'est que parfois on trouve une phrase simplement. On ne trouve pas beaucoup d'éléments. Donc vraiment, ce que ce couple a fait en romançant, en mettant vraiment les choses en images... En parlant d'André et Simone c'est un travail quand même qui est important, parce que ça permet de mieux ressentir les émotions, ce qui s'est passé. Donc c'est tout à fait louable, ce qui a été fait. Et c'est aussi important d'avoir que si chacun a des compétences et reprend des parties comme ça, le met avec ses compétences, soit en image, soit en texte, c'est important puisque ces figures-là, on en a besoin pour avoir des projections positives. Alors en quoi justement ce parcours résonne-t-il avec l'histoire, notre histoire, l'histoire guyanaise ? Oui, c'est important parce qu'en Guyane aussi, on a eu beaucoup de figures qui sont encore plus dans l'ombre, je vais dire. Et qui seront mises en lumière ce soir. Voilà, les figures masculines déjà sont à peu près, enfin pas très bien connues, mais un petit peu. Mais les figures féminines, bon là, il y a vraiment du travail pour mettre en lumière ce que ces femmes ont fait aux côtés de leur équipe pour pouvoir vraiment lutter, résister. Et c'était un travail fondamental, en fait. Alors, son histoire, effectivement, a longtemps été transmise par l'oralité avant de rentrer dans les livres et la recherche historique. Pourquoi, selon vous ? Alors, ça peut se comprendre parce qu'en fait, on est sur des enjeux stratégiques de la mémoire. Voilà. Notre mémoire a été parasitée, je vais dire. Voilà. Et donc, c'est normal que du coup, c'est quelques personnes qui ont un peu eu conscience, qui ont transmis oralement. Moi, j'ai une histoire orale dans ma famille de l'esclavage. C'est que ma mère me racontait que pour être fouettées, les femmes enceintes, on creusait un trou dans le sol pour pouvoir les fouetter quand même. Donc ça, c'est un exemple de transmission orale. Tout à fait, et donc, c'est normal. Heureusement qu'il y a eu quelques personnes qui ont pensé le faire, mais on doit aller plus loin. Donc ça, c'est ce combat, en tout cas, ce produit, c'est une autre forme de résistance selon vous aussi ? Oui, tout à fait, c'est important. Un petit peu du sujet, mais c'est important, oui. Oui, c'est important. Comme je dis, chacun dans ses compétences, on met la pierre à l'édifice, donc c'est tout à fait important. Alors pour vous, est-ce que son histoire ouvre, alors je dirais, une lecture genrée du marronnage ? Quel est votre avis là-dessus ? Non, c'est-à-dire que moi je pense que c'est ce qui est important, et en Guyane, on a eu des exemples sur des sites. C'est important de mettre la lumière sur le couple et la famille et que chacun joue son rôle. Ça, c'est vraiment très important. Et ne pas oublier, évidemment, de valoriser ce que les femmes ont réalisé parce que chacun joue son rôle et complémentaire, en fait. Et toute notre histoire a été faite sur la destruction de la famille, de la cellule familiale. Et on verra effectivement, peut-être un petit peu plus tard dans nos échanges, l'impact que cette histoire, que notre histoire a aujourd'hui dans notre histoire contemporaine. Alors, si Solitude est aujourd'hui mieux connue, en Guyane aussi, des femmes, ont résisté, marronné, je dirais même protégé, organisé la fuite et la survie. Pourtant, leur nom, vous le disiez, reste largement méconnu. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut faire, Evelyne, une revue de détail, je dirais, des grandes figures féminines du marronnage en Guyane que l'on devrait connaître, n'est-ce pas, aujourd'hui ? Et ce sera le cas ce soir. Oui, tout à fait. Eh bien, je vais donner le cas, par exemple, de Gertrude, quand même pour moi, qui est une des figures très emblématiques à partir de 1802. Remarquable, on va peut-être revenir sur Gertrude, mais remarquable parce que c'était 20 ans de marronnage.
Ah oui. C'est quand même pas une période courte. Hein. C'est une période qui est quand même très longue et très stable, qui a été en couple donc avec Pompée. Donc on a Claire qui était une camarade de Copena. Copena donc vraiment. Alors, vous avez donné quelques images là voilà, aussi qui vont illustrer les propos. Exactement. Citer qui était avec Virgile, Marion qui était une accoucheuse. Vous avez cité Gertrude déjà, oui, non? Oui, Gertrude, voilà, Gertrude, Yannona qui est amarronnée enceinte, voilà, comme Solitude entre guillemets, hein, avec bien d'autres, hein, puisque bon, je donne quelques noms. Bien sûr, oui. Mais c'est voilà les figures à peu près remarquables qu'on peut retenir. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Et dans quel contexte ont-elles résisté et dans quelle zone géographique pour situer un petit peu qu'on se repère. Alors, on va commencer par... alors, si je remonte dans le temps, je vais d'abord parler des Amérindiennes. Bien sûr. Puisque le premier peuple à avoir été soumis à l'esclavage en Amérique, ce sont les Amérindiens. C'était bien les Amérindiens, les peuples premiers, oui, absolument. Donc il y a eu des résistances de femmes amérindiennes, d'accord, des femmes remarquables. C'est bien de le savoir, c'est bien de le dire. C'est important de le rappeler, on ne les oublie pas. Et elles ont fait un travail remarquable, même si c'était beaucoup plus discret. Donc par exemple, on a Sayacé, qui était une femme chamane, qui soignait des guerriers, donc, et bien d'autres. Hein, voilà. Ensuite, pour parler donc, de nos ancêtres, on va dire plus direct entre guillemets. Donc on a par exemple dans le temps, on a vers 1748, 1752, vers la Haute-Kourou, on a le cas du village d'André. Oui, on l'a vu d'ailleurs dans les photos. Et donc dans ce village d'André, eh bien en effet, on a par exemple Claire avec Copena et toute une série de femmes, parce que ce village était remarquable, mais je pense qu'on va revenir dessus. Bien sûr, oui. Donc, avec par exemple Claire qui était sur ce village, donc qui a résisté. C'était un village où ils allaient libérer les personnes réduites à l'esclavage pour les ramener sur la liberté, sur le camp d'André. Donc, il y avait toute une organisation. Donc, on est, alors, Kourou, excusez-moi, Kourou, donc voilà, on est sur le centre littoral. Donc, il y avait un lien en forêt entre Tonnet-Grande et la Haute-Kourou, c'est-à-dire la rivière Kourou, mais vraiment plus loin. Et ce village s'appelait le village de la montagne Plomb. Ah oui, quand on a entendu parler effectivement le village de la montagne Plomb. Qui est remarquable. Sur la zone, je dirais Roura, donc on va vers l'est du territoire, là aussi. Voilà. Alors là, Roura, comme je vais dire, c'est la capitale, c'est le fief c'est le bastion du grand marronnage en Guyane, c'est le bastion où on a eu le grand chef Simon. Voilà. Et alors, moi, je remercie les historiens et les archives, hein, puisque je travaille en liaison avec eux. Bien sûr. Et Simon avec une femme. Malheureusement, on n'a pas retrouvé son nom, mais une femme guerrière. Aussi, puisque lui-même, Simon, est un grand guerrier. Très grand guerrier. Très grand guerrier de la résistance. Il a créé de grands villages comme Jolitaire, etc. Donc, on va vraiment rendre hommage à la femme de Simon. Et puis ensuite, on a toute l'équipe qui était avec Pompée, donc Gertrude. Femme de Pompée, donc à Roura. On est toujours à Roura. Avec, donc Pompée, lui, a créé son groupe. Donc c'est surtout, en fait, sur tout le territoire, il y a eu cette présence féminine pour ce combat, pour la résistance. Alors, le marronnage féminin en Guyane, avait-il des formes ou des stratégies particulières? Oui, alors tout à fait. Est-ce qu'on peut l'identifier? Exactement. On a des cas vraiment touchants. On a des cas d'équipes qui partent en canot, qui prennent une pirogue, qui montent à bord de la pirogue, qui s'en vont. Il y a eu plusieurs cas. Ah oui. Il y a eu le cas sur un bateau, une goélette qui s'appelait la Cayennaise, qui est partie à partir de Macouria en direction du Maroni, avec une bataille navale dans le Maroni, qui a libéré des hommes et des femmes. Oui, carrément. Oui. On a des histoires extraordinaires. C'est des histoires fabuleuses. Mais oui, on a des mamans qui partent là, c'est vraiment touchant. On a plusieurs cas de mamans. Oui, on va parler aussi de cet aspect du marronnage, les mères qui partent avec leurs enfants. Enceintes aussi, plusieurs cas. On a comme résistance, on a aussi celles par exemple qui ont refusé de répondre à l'appel, la contrainte de l'appel le matin, l'humiliation, comme Marie-Claire sur l'habitation Montdelis-Vidal. Je le cite puisque souvent vous allez marcher là sans le savoir. Absolument. Elle a reçu 43 coups de fouet parce qu'elle a refusé cette contrainte absurde de répondre, quand même une adulte de plus de 60 ans, une maman de 11 enfants qui devait répondre. Donc c'est une forme de résistance. Complètement. On a toutes les formes. Complètement. Et l'impact que ça peut avoir aussi sur les autres concitoyens, en tout cas à l'époque, on s'en rend bien compte de cette résistance. Alors, pourquoi ces héroïnes du marronnage guyanais ont-elles été aussi invisibilisées? Est-ce que ça fait partie aussi de cette histoire qu'on nous raconte ou la façon dont on la raconte? Alors, je vais expliquer très simplement. C'est que déjà, pendant l'esclavage, il y avait une dévalorisation, notamment une dévalorisation du côté africain.
Il faut dire clairement, il y avait une hiérarchie de couleur de peau. La personne qui venait d'arriver d'Afrique était appelée bossal, ce qui était totalement dénigrant. Et vous avez Moreau de Saint-Méry en Haïti qui a fait une hiérarchie de couleurs et qui a fait des documents pour dire qu'il a écrit noir sur blanc, celui qui est bien domestiqué, on l'appelle nègre créole. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y avait déjà cette dévalorisation qui était déjà faite pendant l'esclavage avec le racisme qui a été inventé pendant pour justifier cette attaque, cette agression sauvage qui a été faite sur nos ancêtres. On ne veut pas s'identifier. Voilà. Et au moment de l'abolition, il y a eu vraiment un lavage de cerveau. C'est pour ça que je parle de parasitage mémoriel. En fait, le lavage de cerveau, c'était de dire aux gens, oubliez le passé. Jusqu'à présent, vous allez parler avec des gangans, des anciens, qui vont dire, oh là là, nous papa lui dit ça. Donc, oubliez le passé. Donc, c'était une injonction. Et on nous transmet ça. C'est transmis en plus. Et on a véritablement, les gens ont été marqués par ça. Et c'est la loi du silence. Donc du coup, on parle comme les femmes qui ont subi des agressions. Il y a une loi du silence où on a tellement eu honte de ça qu'on n'en parle pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un frein à la transmission mémorielle. En tout cas, merci pour ce décryptage effectivement qui nous permet de mieux comprendre les choses. Et nous sommes là ce soir pour mettre justement de la lumière sur ces femmes qui ont agi. Alors le marronnage n'a pas toujours été une fuite solitaire, hein. On l'a abordé déjà. Il y a eu aussi, elles sont construites à deux en couple. Exactement, tout à fait. Ou en petits groupes également. En petits groupes. Dans une logique de solidarité et de survie collective. C'est ce que je vous propose maintenant, Evelyne, d'aborder. Que nous apprend justement le marronnage en couple sur l'organisation de la résistance ? Alors, pour bien comprendre cette logique, c'est que l'attaque qui a été faite auprès de nos ancêtres, c'était une attaque pour déstructurer les familles, évidemment les couples. Et oui. C'est une attaque aussi pour faire que l'homme a été démis de ses fonctions de protection de sa famille. Il faut bien comprendre cela. C'est vraiment une stratégie d'attaque et de destruction. Les mamans étaient séparées de leurs enfants la majorité du temps. Donc dans ce marronnage remarquable qu'on a par exemple le cas de Gertrude avec Pompée, 20 ans de fidélité, 20 ans de couple qui résiste, c'est absolument remarquable. C'est énorme. Sur le village d'André, c'était carrément, je pense, la règle obligée, puisque quand on analyse le village d'André, c'était que des couples. Ah oui, donc on retrouve des noms de couples, un machin avec sa femme, un tel avec sa femme, on n'a vraiment que des noms de couples. Et puisque vous parlez de couples, j'aimerais bien qu'on mette la lumière sur un couple qu'on cite le plus souvent dans notre histoire, c'est le couple Copé-Nacler. Qu'est-ce qu'il symbolise, ce couple, dans notre histoire, dans cette histoire de résistance et du marronnage ? Voilà, donc en fait, là, on va dire que c'était... alors, sur la notion de couple, c'était peut-être des camarades, puisqu'on a retrouvé dans les archives une Mariette, qui était la femme de Copéna. Alors, peut-être que c'était une camarade au moment où ils ont été pris, ils étaient dans le même village. Le côté emblématique, c'est que c'était un couple qui avait un petit carbet d'accueil pour accueillir ceux qui venaient d'être libérés avant qu'ils aillent sur le camp d'André. Donc vraiment, il y avait toute une stratégie d'accueil. Aussi la solidarité, quand quelqu'un venait d'arriver, on lui donnait à manger, on l'aidait à faire son abatis. D'où la notion de maïouri. C'était quelque chose de structuré, il y avait des techniques de combat, il y avait des techniques de solidarité pour accueillir les nouveaux venus. C'est comme le cas aussi du couple absolument remarquable dont j'ai parlé, Gertrude et Pompée. Pareil, extraordinaire, quand même 20 ans de couple qui restent ensemble, qui résistent aux attaques. Il y a eu beaucoup Pompée a eu pas mal d'attaques. Oui, effectivement. Donc, résistent aux attaques, qui rebondissent, et c'est réfléchi, parce qu'il y a le village où on vit, il y a un abatis de repli. Les maisons étaient construites avec une paroi amovible. En cas d'attaque, on a le temps d'abattre la paroi pour se replier. Donc il y avait vraiment des stratégies pensées pour la solidarité et aussi pour permettre que les enfants naissent dans la liberté et dans l'abondance. Et il y avait l'abondance sur les camps. Quand on voit les descriptions qui sont faites, et tout le monde, ils sont stupéfaits quand ils arrivent, les chasseurs d'esclaves, ils sont stupéfaits de voir la richesse, l'abondance, la nourriture. Ils se disent, mince, on pensait qu'ils étaient en mode survie simplement. Exactement, non, mais tout était organisé et pensé, structuré, pensé. Et là, les femmes ont joué un rôle fondamental. Alors, justement, parlons du rôle de ces femmes dans ces dynamiques collectives. Est-ce qu'on peut aussi, là, dire deux mots sur... Parce que, évidemment, je pense que si c'était organisé de la sorte, quel était le rôle de ces femmes, justement, dans cette dynamique collective ? Oui, les femmes ont joué un rôle fondamental, parce que c'est vrai que si les hommes partent seuls en forêt, au bout d'un moment, on n'a pas de structure familiale, on n'a pas un camp durable. Et comme les missions de chacun étaient bien réparties, donc les hommes guerriers, les hommes aussi filaient le coton, par exemple, comme c'est le cas de Kouachi.
qui réparait les armes et qui aussi filait le coton, comme en Afrique en fait. Ouais. Et donc les femmes jouaient ce rôle important aussi pour faire la bâtie, pour élever les enfants. Un enfant qui naît dans la liberté, c'est important. Donc c'est une structure de stabilité. Donc, ça veut dire que malgré cette histoire effectivement douloureuse, déchirante, on réorganisait presque la vie dans ces villages en prenant la fuite, en résistant, c'est ça? Exactement. On remettait en place les bases. Exactement, et puis c'est une véritable vie d'autonomie où les femmes faisaient même de l'huile à partir de maripa, ce qu'on a perdu, je vais dire, dans notre communauté. Savait faire de l'huile, savait faire du sel, des boissons, des tenues, savait comment faire la bâtie, transformer les produits pour en faire des produits consommables. Donc ça veut dire une stabilité, une durabilité. 20 ans de marronnage. Moi, je me dis qu'il y a d'autres endroits c'est une génération presque. Hein. C'est une génération qui naît libre grâce, et puis l'éducation. Donc c'est vraiment la transmission, le soin, des femmes qui soignent, des femmes qui accouchent, comme la Marion, par exemple, sur le cas du village d'André, qui était une accoucheuse, sage-femme dont on a besoin. Bien donc sûr, vraiment des missions spécifiques très importantes. Et qui étaient importantes justement dans cette notion de résistance et de marronnage. Alors est-ce qu'on peut parler du coup d'un leadership féminin dans certaines formes de marronnage? Oui, parce qu'en fait, sans la présence des femmes, ça ne peut pas te durer longtemps. Donc, forcément, il y a cette harmonie qui est nécessaire, qui est indispensable. Et le rôle des femmes en tant que leader sur le village de marronnage, le rôle des femmes même pour le départ en marronnage, dans le renseignement, pour préparer, c'est un rôle fondamental. Alors, il existe une autre forme de résistance, Evelyne, plus discrète, moins spectaculaire, mais tout aussi courageuse, celle des femmes, vous l'avez évoqué en début d'échange, qui marronnaient avec leurs enfants, pour les protéger, mais aussi, on le suppose, pour offrir un avenir libre. Alors, qu'appelle-t-on le petit marronnage des femmes en Guyane? Oui, alors c'est vraiment des histoires qui sont très touchantes. Parfois, on a juste une phrase et on se rend compte qu'il y a des mamans qui sont parties avec des enfants parfois très, très, très jeunes. Je vais prendre le cas, par exemple, de Thérèse, 36 ans, qui est partie avec un enfant de 1 an. Un bébé. Un bébé, voilà. On a aussi le cas de Valentine, 34 ans, qui est partie en 1828, enceinte de 8 mois, avec un enfant de 1 an. Et toutes ces femmes, ces noms-là, ça doit se transmettre. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est touchant quand on voit, même si c'est des histoires courtes, pour parler du leadership. On a 2 femmes qui sont allées libérer le compagnon de l'une d'entre elles, Sophie et Rosette. Elles ont été libérées, Henri qui était malade. Voilà, en 1823, le courage d'aller chercher le compagnon qui était malade pour le libérer et le sortir de cette situation. Et on a un cas remarquable à Caux, sur la Proague, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Proague, mais il y a eu beaucoup de marronnage sur la Proague. On a le cas d'Azoum. Et je vais remercier la transmission orale de Madame Gobert. Moi, je vous remercie déjà pour tous ces noms, pour tout ce partage formidable. Azoum, chef de groupe. Oui, Azoum, c'est vrai que c'est un nom... Voilà. Et donc, elle avait tout un groupe avec elle. C'était la chef du groupe de marrons. Et donc, s'il y a un chef, c'est pour ça qu'on dit il y a souvent une femme qui était vraiment chef de groupe. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les habitants de Caux nous disent qu'il y a une roche qui s'appelle la roche Azoum, en forêt, qui malheureusement n'est pas valorisée. Et même pour la retrouver, je ne sais pas si on arrivera à la retrouver, parce que c'est les anciens qui ont la mémoire et qui la transmettent. Et pour aller sur place, maintenant, c'est compliqué. Donc oui, on a vraiment des histoires vraiment fantastiques, très, touchantes, très fortes, où on voit que non, c'est pas cette espèce d'idéologie où on a fait croire qu'en Guyane, c'était différent. Il n'y a presque pas eu de résistance, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est une espèce de doctrine fausse. C'était pas plus doux, c'était vraiment aussi dur. Quand on voit des mamans qui partent enceintes de 8 mois avec un enfant de 1 an, c'est que, je suis désolée. Et il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu plusieurs. Il y a Yanona, par exemple, qui est partie enceinte de 5 mois. Et le cas de Yanona, on a une résistance assez originale, puisque tout son groupe, ils ont tous repris leur nom africain. Parce que le nom fait partie d'un mécanisme pour acculturer le peuple qui est dominé. Oui, complètement. Alors, on imagine bien que toutes ces femmes prenaient des risques énormes et on se demande, évidemment en fuyant avec leurs enfants, quels étaient ces risques? Alors évidemment, de se faire attraper, mais aussi peut-être perdre la vie. Exactement. Si je prends le cas de Claire,
eh bien, c'est justement, il y a rien sur Cayenne. Ça s'est passé sur Cayenne. Il y avait une place où les marrons étaient suppliciés. Et ça a été le cas de Claire. De Claire, oui. Copena a eu le supplice de la roue. D'accord, c'est un supplice moyenâgeux. Donc, je ne vais pas présenter, je ne vais pas expliquer, mais en tout cas, Claire a eu un supplice, c'était simplement qu'elle a été pendue. Et on a obligé ses 2 enfants, petits, 8 ans, 10 ans, à assister à la scène. Ah, c'est horrible. Voilà. Oui. Et le crime, c'était quoi? C'est le crime de marronnage. D'accord. Alors pourquoi alors si vous avez peut-être d'autres exemples de faits subis par ces femmes, parce que il faut qu'on le dise aussi, je pense que dans cet espace on peut raconter la vraie histoire, je vais dire. Oui, eh bien, il y a le cas d'une femme, par exemple, qui a été soupçonnée de sa maîtresse d'avoir, soi-disant qu'elle aurait insulté sa maîtresse. Et elle s'appelle Delphine, et elle était enceinte de 6 mois, et elle a subi 12 coups de cravache. Pour soi-disant qu'elle aurait, en fait, je pense que c'est une maîtresse qui était jalouse, tout simplement. Et enceinte, et comme j'ai précisé, on creusait un trou pour que le ventre rentre dans la terre et que la femme enceinte soit quand même fouettée. Et ça a été le cas en Guyane, comme ça a été le cas bien ailleurs. sûr, ouais. Voilà. Moi, j'ai envie de vous demander encore une fois, pourquoi cette forme de résistance est-elle encore plus invisibilisée? Parce que là aussi, comment on l'explique? Parce que ce sont des faits énormes, une forme de résistance terrible. Oui, parce que... D'une force inconsidérable. C'est une prise de conscience qui est importante par rapport à l'injonction d'oubli. Cette injonction d'oubli qui n'est faite qu'à notre peuple. Parce que tous les peuples de la Terre honorent leurs ancêtres. Honorent les personnages héroïques, les personnes qui ont résisté, même si elles n'ont pas pu aboutir à la lutte de résistance. Tous les peuples de la Terre honorent leurs ancêtres, sauf nous. Merci en tout cas de faire ce travail de mémoire, parce qu'il est important. Effectivement, cette histoire ne relève pas seulement du passé. On va le voir maintenant dans cette dernière séquence que je vous propose. Elle continue d'ailleurs d'avoir des effets sur notre société, notre rapport à l'identité, à la liberté, à l'estime de soi. J'ai envie de vous demander quel héritage justement ces résistances féminines ont-elles laissé dans notre société, dans cette société guyanaise? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que n'oublions pas que dans notre ADN, nous avons des ancêtres. Il suffit de remonter, parce qu'il y a des gens qui vont dire « ouais, mais non, faut oublier, c'est le passé ». C'est le passé. C'est dans votre ADN, c'est dans notre ADN à chacun de nous. Quand on fait des analyses d'ADN, on retrouve même les traces de traumatisme. Oui, donc même si on ne veut pas le reconnaître, donc, c'est en nous. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on voit cette figure de la femme, qu'on dit femme d'Ubud en Guyane, ou dans d'autres pays, on va dire Djok. Eh bien, on retrouve cette figure finalement de femme qui, sur le moment, n'a pas pu être bien protégée par son compagnon et qui a dû se battre toute seule pour essayer d'y arriver. Donc on retrouve cette figure, on voit par exemple pour la fête des mères comment c'est vraiment, on a tendance à beaucoup honorer nos mamans. C'est vrai. Parce que tout simplement aussi en Afrique, la femme était extrêmement respectée à l'origine. Donc on a gardé cette trace mémorielle et les femmes se sont battues durant cette période, ont tout fait pour tenir. Parfois ont tenu bon en se disant les petits arrière, ils seront libres et bon, on tient le coup pour ça. Souvent il y en a qui se disaient ça, bon je tiens le coup parce que les arrière, eux ils vont faire des bonnes choses. Donc c'est dur mais on tient le coup. On est là, et donc il y a ce côté résistant que vous voyez qu'en général les femmes ont, elles se retrouvent parfois seules à élever un enfant. Et c'est très marqué dans notre société. Et les mamans qui font tout, parfois même nos ancêtres, nos plus anciens, après l'esclavage, n'avaient pas beaucoup de moyens puisqu'on n'a pas été indemnisés. Donc du coup, c'était pas évident. C'était souvent l'agriculture, des choses pas faciles. Donc elles se sont retrouvées. On tient ça de ce passé. Ce passé-là, on voit qu'à travers cela, on a des femmes qui se battent pour l'éducation. Mais moi, je dis que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait le couple, que l'homme retrouve sa place, parce que l'image de l'homme a été quand même réduite. Et ce qui fait qu'il faut que les hommes retrouvent dans le calme, dans la tranquillité, dans la complémentarité. Il faut qu'on retrouve, pas que la femme se retrouve à porter trop lourd. Et oui, en tout cas, pourquoi il est important de transmettre cette histoire aux jeunes générations? C'est pour aussi peut-être faire que ce travail porte ses fruits et que justement cette société puisse s'accaparer de cette histoire. En fait, c'est très important quand on parle de neurosciences. En neurosciences, on a besoin d'archétypes.
Nous, on a des archétypes vrais, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment vécu. Tout être humain a besoin d'archétypes. C'est pour ça que tous les peuples de la planète honorent leurs ancêtres. Et on en a. On a besoin de modèles et on en a. En réalité, quand vous interrogez des jeunes, on en interroge tous les jours, on travaille avec des organismes qui travaillent avec des animateurs, etc. On se rend compte que le niveau de connaissance est absolument nul, zéro. Il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucun repère. Et du coup, les jeunes se retrouvent à copier des modèles qui sont déconnectés de leur réalité. Vient à droite, à gauche, et ce qui fait qu'ils sont, en fait, ils sont démotivés, ils n'ont pas d'estime de soi et ils sont démotivés. On a une jeunesse qui est à côté de la plaque, excusez-moi de parler ainsi. Il y en a, bien sûr, il y a des exceptions. Je ne vais pas généraliser. On ne va pas généraliser, voilà. C'est vrai. Mais on se retrouve très souvent avec une jeunesse qui est à côté de la plaque. Ça y contribue, quoi. Ça contribue beaucoup à être déconnecté. Et parce que tous les enseignements, les documentaires, tout ce qui passe déconnecte. Donc il est vraiment important, effectivement, de transmettre, de partager cette histoire. Et vous avez un rôle, en tout cas l'association Copena joue un rôle très important, créé en 2017 dans ce travail de mémoire. Alors, pour accompagner ce travail, l'association a réalisé des ouvrages. Vous en avez amené quelques-uns. Oui. Donc, on a réalisé ce petit ouvrage qui est sur Moonjok. On l'a appelé Moonjok pour parler de nos héros. Pour ne pas dire le mot héros. Qui est marqué quand même. Et qui a été très difficile au départ pour trouver des dessinateurs. Et là, je remercie vraiment à tous les dessinateurs qui ont joué, comme Nicolas Haro et bien d'autres. Donovan Siessa, je remercie Rachida. Enfin, tous les dessinateurs, Marie-Claude Point, qui ont contribué, Mathieu Adonai aussi. Très beau travail. Et on a une galerie de portraits. Et ce n'est que le premier parce qu'on a la suite qui se prépare pour élargir, parler notamment plus des Amérindiens, plus des Bushinengue. Alors sur les images aussi qu'on voit, alors il y a aussi des rencontres, il y a des concours de dessin et vous faites des actions concrètes au niveau des jeunes. Ça c'est la base, c'est hyper important. 2 mots sur cette, on va dire cet axe. Oui, en fait c'est très important d'être dans une transmission concrète et pratique, pratico-pratique, et de pouvoir apporter ces éléments de façon très simple, ces éléments historiques qui sont cachés dans les bouquins, dans les archives, plutôt dans les archives en général, quelques bouquins quand même, parce qu'il y a des historiens qui ont quand même sorti quelques livres, de plus en plus, comme M. Mamlam Fouk par exemple, et M. Epailly. Donc ces historiens ont fait un travail, et donc c'est important d'aller dans la transmission, d'aller dans la transmission, que les gens prennent conscience. Élever la conscience des gens pour qu'on puisse se dire, on doit se reconnecter à notre territoire. On ne peut pas déambuler sur un site où il y a eu quelque chose. Ce n'est pas normal. Donc quand on est coupé du territoire, déjà on ne se fait pas respecter, puisque ils se disent, ceux-là, ils ne connaissent même pas où ils sont. Donc on ne se fait pas respecter. Et d'autre part, on est coupé de cette transmission qui est puissante, qui est importante. Donc, de respecter la mémoire, c'est très puissant, c'est très important. On arrive pratiquement à la fin de ce bel échange, Evelyne. Pour terminer, j'aimerais vous demander si vous aviez un message à transmettre à la jeunesse guyanaise à travers ces héroïnes. Oui, tout à fait. Alors déjà, ce que je vais dire, c'est que j'ai, pour moi, un modèle, c'est Marcus Garvey. Et Marcus Garvey a fait beaucoup de proverbes. Et il a dit, un peuple qui ne connaît pas ses origines, sa culture et son histoire, est comme un arbre sans racines. Bien connu, un arbre qui n'a pas de racines, au premier coup de vent, tombe. Il flanche, Voilà. Donc pour moi, le message, c'est aller chercher, faites des recherches, il y a des archives, il y a des petits documents, il y a quand même des gens, il y a des livres quand même qui ont été faits, même si on devrait en faire plus. Donc moi, vraiment, j'exhorte chaque jeune. Vous avez des héros, vous avez des héroïnes, nous avons des héros et des héroïnes en Guyane. Et puis après, bien sûr, partout ailleurs, il y a des histoires extraordinaires. On a pour de vous, l'engrais, quoi, c'est des modèles de courage. C'est des valeurs, c'est des modèles de solidarité. C'est des modèles aussi de savoir être autonome, savoir planter, faire des choses, transformer nos produits. Voilà. Donc c'est vraiment nos valeurs qu'on doit remettre au goût du jour, qui sont vraiment très importantes. Ayez l'estime de vous-même, tel que vous êtes. Nous valoriser nous-mêmes. Merci Evelyne, merci vraiment pour ce temps d'échange, pour votre engagement et votre éclairage. À travers Solitude et les héroïnes de Guyane, ce Casadoc nous rappelle que la liberté a aussi été portée, et je dirais même gagnée par des femmes courageuses. Longtemps oublié, mais voilà, on remédie à cela. Merci beaucoup, Evelyne. Merci. Voilà, c'est la fin de ce Casadoc. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Guyane la Première. On se retrouve la semaine prochaine.